Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près. Il y a quelques jours, juste avant les 2 ans de l'invasion de l'Ukraine, La Loupe s'intéressait à l'avenir du pays avec les journalistes du service Monde de l'Express. Ils nous avaient expliqué que le front était bloqué depuis plusieurs mois, que la popularité de Volodymyr Zelensky s'étiolait et que l'économie ukrainienne était en difficulté. L'inquiétude de l'Ukraine grandit donc et les récentes évolutions dans le conflit pourraient jouer un peu plus en faveur de la Russie de Vladimir Poutine. La mort de l'opposant politique russe Alexeï Navalny. Il avait été emprisonné en 2020. Sur de nombreux réseaux sociaux, l'équipe d'Alexeï Navalny accuse les autorités russes de cacher le corps pour qu'aucune enquête indépendante n'ait lieu. Depuis plusieurs mois, la bataille d'Avdivka faisait rage. Mais face aux assauts répétés des forces russes et au manque de munitions côté ukrainien, Kiev a dû opérer un repli stratégique. Après Avdivka, la Russie part déjà à la conquête de Kupiansk, autre ville clé. Dans ce contexte, et alors que la guerre entre dans sa 3e année, l'Express s'est demandé comment le chef du Kremlin pouvait être stoppé. Faire payer Poutine, c'est à la une du magazine cette semaine, et c'est le sujet de notre épisode du jour. Pour évoquer cette une sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, je ne reçois pas aujourd'hui le service Monde de l'Express, mais Béatrice Mathieu, grand reporter, spécialiste de l'économie. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Ce dossier, c'est une collaboration avec les journalistes qui suivent l'invasion de l'Ukraine depuis le 24 février 2022. Mais pourquoi, à l'occasion des 2 ans de la guerre, avoir fait le choix de vous intéresser au volet économique ? Parce qu'un des enjeux pour l'Ukraine aujourd'hui, c'est un enjeu financier. On voit bien que l'aide de 60 milliards aux États-Unis est bloquée par le Congrès et qu'il y a une urgence sur le terrain ukrainien de trouver de nouvelles armes en fait pour continuer à résister. Et donc le sujet est certes militaire, il est évidemment politique, mais aussi il est financier et économique. Et puis derrière la résistance russe, il y a la question de la croissance russe qui a finalement mieux résisté que ce qu'on avait pu penser, parce que la croissance russe finalement en 2023 et 2024, elle va être proche de 3% d'après les dernières projections du Fonds monétaire international. Donc c'est pour ça qu'on a opté en fait pour un angle plus économique. Pourtant, Béatrice, il y a des sanctions en place. De nouvelles ont même été ajoutées il y a quelques jours. Oui, 13 trains de sanctions ont été adoptés depuis mars 2022. En fait, jamais un pays n'a été aussi sanctionné. Il fait plus que Cuba, plus que l'Iran, plus que la Syrie. Et puis, je précise que c'est pas le monde entier qui applique ces sanctions. Il faut bien comprendre que c'est le G7, donc l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, auquel on rajoute la Corée, le Japon, l'Australie. Mais il y a une grande partie du monde, toute l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde, la Chine, qui n'appliquent pas ces sanctions. Alors, par ailleurs, ces sanctions, elles sont multiformes. Elles concernent d'abord des personnes physiques, c'est les fameux oligarques dont on parle beaucoup depuis 2 ans. Donc, leurs actifs sont gelés. Ça veut dire concrètement qu'ils restent propriétaires de leur villa, de leur yacht, mais ils ne peuvent pas le vendre. Alors après, il y a les actifs aussi qui sont gelés d'entreprises. Et donc là, c'est le même phénomène. Et puis, il y a des sanctions qui portent aussi sur des secteurs et sur des entreprises avec lesquelles on ne peut plus commercer. Et puis, ultimes sanctions qui ont été prises dès le début de la guerre. C'est des sanctions qui pèsent sur la Banque centrale de Russie avec les actifs qui ont été gelés. Mais si l'économie russe s'en sort plutôt bien, ça veut dire que les sanctions ne portent pas leurs fruits. Alors oui et non. En fait, on a quand même fait une erreur de com', nous, Européens, au début de la guerre, en promettant monts et merveilles de ces sanctions, en disant qu'on allait mettre l'économie russe à genoux. En réalité, les sanctions, elles marchent, mais elles marchent à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer de ce qu'elles feraient. La Russie a réussi en un temps record à réorienter ses échanges, à trouver à la fois de nouveaux clients en Afrique pour son pétrole ou ses céréales. Et elle a trouvé aussi de nouveaux partenaires avec qui commercer et de nouvelles sources d'approvisionnement, là aussi en Afrique, aux Émirats, en Chine et en Inde. La Chine en particulier, quand on regarde sur une grande partie de l'année 2023, entre janvier et octobre 2023, les importations du Made in China ont représenté 60% du total des importations russes.
Et puis, effectivement, Moscou s'est beaucoup plus approvisionné vers des pays d'Asie centrale, tous les pays en stand, Kazakhstan, Kirghizistan, mais aussi la Turquie, la Serbie et des pays comme la Thaïlande et le Vietnam. Et puis surtout, en fait, la Russie a trouvé des moyens de contourner ces fameuses sanctions. Et comment fait-elle ? En mettant de nouvelles routes commerciales en place. Et l'Asie centrale, en fait, joue un rôle déterminant dans ces nouvelles routes commerciales. Alors, pour t'expliquer, je t'ai apporté une petite carte que j'ai empruntée, tu t'en doutes, au Service Monde. Merci Béatrice, je la décris pour nos auditeurs. On voit des flèches qui partent de l'Europe vers par exemple la Turquie ou le Kazakhstan et qui ensuite repartent vers la Russie. Oui, alors dans ces pays-là, en fait, il y a des sociétés tampons qui ont été créées. Beaucoup ont été créées par des businessmen russes qui sont venus en Turquie pour créer en fait des sociétés de commerce de gros ou de distributeurs qui continuent à travailler avec des entreprises occidentales. Rien de problématique. On a le droit, évidemment, de continuer à commercer avec la Turquie. Et après, ces entreprises, en fait, revendent les produits qu'elles ont achetés, en fait, aux entreprises occidentales, les revendent en Russie. Alors, c'est pas grave quand il s'agit de produits de luxe ou de bouteilles de cognac ou de champagne. C'est un petit peu plus gênant quand on a affaire à des produits, à des technologies duales, c'est-à-dire des technologies qui peuvent être utilisées à la fois par l'industrie civile, mais surtout à l'industrie militaire. Et puis, il y a une petite technique aussi qui consiste, pour certaines de ces entreprises, à acheter des produits qui paraissent comme ça tout à fait banals, dont une machine à laver, ça n'a rien de dangereux. Et puis alors en Turquie, dans des zones plus ou moins opaques, ces produits sont désossés pour retrouver là des composants électroniques ou des puces et dont le complexe militaro-industriel russe manque. Et donc de ces zones opaques en Asie centrale, partent des composants qui manquent aujourd'hui à la Russie. Et tu as des chiffres qui montrent que cette méthode est efficace pour la Russie ? Alors on sait que l'équivalent d'une dizaine de milliards d'euros de produits dont le commerce est interdit avec Moscou aurait franchi les frontières russes en provenance d'Asie. Dans la tech, c'est quasiment 2,6 milliards de composants fabriqués en Occident et susceptibles d'être utilisés à des fins militaires qui sont entrés en Russie l'an passé. On sait par exemple que 3000 composants étrangers ont été retrouvés en Ukraine dans des armes russes et iraniennes, d'après l'Agence nationale de prévention de la corruption en Ukraine. Les chiffres sont en effet très clairs. Il est temps de se demander si les sanctions peuvent aller plus loin. Et vous allez l'entendre, trouver un accord est un défi majeur. Alors Charlotte, pour bien comprendre en fait pourquoi les sanctions contre la Russie ne vont pas plus loin pour le moment, il faut regarder du côté de ce qu'on peut appeler le fameux magot russe. Le magot russe, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a rapidement dit que les actifs russes avaient été gelés. Donc, il y a ceux qui appartiennent aux fameux oligarques, donc leurs bateaux et leurs villas. Mais ça, c'est pas énorme. C'est 50, 60 milliards d'euros. Le plus gros du magot, ce sont les réserves en devises de la Banque centrale de Russie. Elles sont évaluées, grosso modo, à 260 milliards de l'équivalent de dollars. La Banque centrale de Russie, elle avait un peu prévu le coup et elle s'était dit, voilà, les États-Unis, on a l'habitude, ils mettent tout le temps en place des sanctions, donc on va essayer de dédollariser nos réserves et de les mettre davantage en euros. Et là où ils ont été très surpris, c'est que dès le début, les États-Unis, mais l'Europe aussi, ont décidé du gel. Et ça, c'était pas vraiment attendu par la Banque centrale. Et il se trouve, par ailleurs, qu'une grande partie de ces réserves, donc qui sont en euros, sont en fait en Europe, chez Euroclear, une entreprise qui est située à Bruxelles et qui est une des plus grandes chambres de compensation au monde. Qu'est-ce que c'est une chambre de compensation ? C'est un peu comme un notaire, c'est-à-dire c'est elle qui certifie en fait la bonne tenue d'une transaction, que l'acheteur est bien l'acheteur qu'il dit, que le titre c'est bien le bon titre, que le vendeur est bien le bon et que la transaction va être faite comme elle doit être faite. Et puis elle garde tout ça dans ses comptes, c'est une sorte de tiers de confiance en fait. Et donc elle est à la fois notaire et puis elle est aussi un peu coffre-fort, puisque ces fameuses réserves en devises, et notamment celles qui sont libellées en euros, sont inscrites
virtuellement. Tout ça, c'est du virtuel. Il n'y a pas de lingot chez Euroclear à Bruxelles. Donc, pour le moment, tout est gelé. Donc, ça veut dire que la Russie ne peut pas l'utiliser pour financer son effort de guerre. Et la Russie reste propriétaire de cette somme. Toute la question aujourd'hui, c'est une question évidemment très politique et juridique. C'est comment on passe du gel à la saisie, c'est-à-dire à la confiscation de cet argent. Et donc, les débats sont extrêmement intenses en ce moment. Et pourquoi, justement, cette somme n'a pas encore été saisie ? Parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas vraiment d'accord sur le sujet. Alors, d'un côté, les Américains poussent beaucoup. On comprend vraiment pourquoi ils poussent, parce que, d'une part, c'est pas des actifs en dollars, c'est en euros. Et puis, au passage, si ça peut déstabiliser l'Europe, c'est pas plus mal pour eux. Et puis, de façon assez cynique, on sait bien qu'aux États-Unis, il y a ces débats au Congrès américain. Et s'il y a 300 milliards ou 260 milliards qui viennent là aider l'Ukraine, c'est pas grave si au Congrès ils se mettent pas d'accord sur 60 milliards. Donc les Américains poussent beaucoup. De l'autre côté, en Europe, là les choses sont beaucoup plus compliquées, notamment du côté de la Banque centrale européenne. Alors pourquoi la Banque centrale européenne freine des quatre fers ? Il faut bien comprendre que depuis la naissance de l'euro, et l'Europe a essayé de faire de l'euro une monnaie de réserve, une monnaie qui soit l'équivalent du dollar. Et donc, quand les banques centrales de la planète mettent une partie de leurs réserves en euros, ça montre qu'on a confiance dans l'euro. Et là, prendre les réserves de la Banque centrale de Russie créerait un précédent qui n'a jamais été fait en réalité et qui pourrait faire peur en fait à d'autres pays, parce qu'il n'y a pas que la Russie, la Banque centrale de Russie qui a des réserves en euros. Toutes les banques de la planète ont des réserves en euros. Tous les pays africains, les pays du Moyen-Orient, la Chine, évidemment. Et donc, faire ça une fois pour la Russie, c'est un peu la boîte de Pandore que l'on ouvre. Et beaucoup de ces pays pourraient se dire, oh là là, l'Europe, c'est pas sûr. Nous, on va mettre nos billes, notre trésor dans une autre monnaie. Et cette autre monnaie pourrait être peut-être le dollar, mais surtout l'yuan. Donc ça entraîne en fait une nouvelle géographie financière et un risque potentiel de déstabilisation de l'euro. Si on parvient à récupérer tout cet argent, est-ce qu'on sait déjà comment la somme pourrait être utilisée ? Alors pour certains, ce magot doit permettre de financer l'achat d'armes pour l'Ukraine. Et puis pour d'autres, en fait, il doit être placé, c'est-à-dire placé pour donner des intérêts qui serviront demain à la reconstruction de l'Ukraine et à l'indemnisation des victimes de guerre. Et puis alors tout le monde s'écharpe aussi, se dire d'accord, si on saisit l'argent, qui doit gérer ce trésor ? Est-ce que c'est l'État ukrainien ? D'abord, on sait qu'il y a encore, même si il y a du ménage qui a été fait, mais encore beaucoup de corruption dans le pays, ou alors une institution européenne comme la Banque européenne d'investissement ou la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Autre possibilité, Béatrice, prendre de nouvelles sanctions contre la Russie de Poutine. Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est toujours possible. Beaucoup estiment en fait qu'on peut aller plus loin dans les sanctions qui frappent les hydrocarbures russes. Alors, il y a une petite histoire, moi, qui me semble assez incroyable. On a beaucoup parlé du gaz russe qui n'allait plus arriver, que les gazoducs étaient fermés. En fait, le gaz russe, il arrive quand même en Europe, mais il arrive sous une autre forme. Il arrive sous une forme liquéfiée. C'est le fameux gaz naturel liquéfié, le GNL. Et la France est un des plus gros importateurs de GNL russe en Europe, le deuxième en Europe, derrière l'Espagne. Et ça, c'est tout à fait légal. Donc, on pourrait imaginer des nouvelles sanctions concernant spécifiquement le GNL. Alors, pour éviter la technique du contournement des sanctions, on pourrait également mettre en place, et c'est ce qui commence à être fait dans ce 13e paquet de sanctions qui a été adopté il y a quelques jours, des sanctions que l'on dit secondaires. C'est-à-dire que les entreprises occidentales ne pourraient plus acheter des produits d'un pays tiers qui ont été fabriqués à partir des intrants russe. Exemple, tu as un matériel ou un bien d'équipement à partir d'acier. Une partie de cet acier vient de Russie. L'entreprise occidentale ne pourrait plus acheter ce produit. Ça, ce sont des sanctions qui sont très, très puissantes en réalité, parce que on sait bien que tous les pays tiers ne peuvent pas se priver d'accéder en fait au marché américain et européen, parce qu'il n'y a pas que la Russie dans la vie, et la Russie ne remplace pas de très gros clients qui seraient les États-Unis et l'Europe. Béatrice, dans ce dossier, vous vous êtes intéressée à une autre façon de faire payer Poutine, c'est le volet judiciaire. Oui, et là, c'est la question de prouver que Poutine est responsable, et notamment responsable de crimes d'agression. Alors, caractériser ce crime, c'est essentiel, d'après de nombreux Ukrainiens, car il précède tous les autres, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide.
génocide. Mais depuis le procès de Nuremberg contre les nazis, personne n'a été tenu responsable de ce crime d'agression. Alors l'Ukraine insiste également sur le besoin de recourir à un mécanisme international et de mettre en place un tribunal spécial. La difficile condamnation de Poutine, les sanctions financières contournées, l'économie russe qui se porte bien, on a l'impression, Béatrice, que ce sera compliqué de faire payer Poutine. Oui, c'est vrai, mais en fait, l'Occident ne doit pas tomber aussi dans le piège des fanfaronnades de Poutine. La situation de la Russie n'est pas aussi reluisante que le chef du Kremlin veut bien le faire croire. La Russie, pour financer son effort de guerre, qui est considérable, a dû puiser dans le Fonds national de richesse. C'était une énorme cagnotte que Moscou avait alimentée depuis des années par les recettes de vente d'hydrocarbures. Et en un an seulement, sa valeur a fondu de 211 milliards de dollars à 133 milliards. Et puis, ce qui reste aujourd'hui dans ce fonds, c'est des actifs qui sont pas très, très liquides. Donc, ça va être de plus en plus difficile, en fait, d'utiliser ces actifs qui sont dans ce fonds de réserve pour continuer à financer l'effort de guerre. Et puis, il y a effectivement le côté militaire sur le front. Donc, il faut continuer la réflexion sur comment faire payer Poutine. Et tout cela est à lire dans le magazine en kiosque jusqu'à jeudi et sur l'express.fr. L'abonnement numérique est à 1 € le premier mois. Merci Béatrice. Merci Charlotte. Béatrice Mathieu, grand reporter, spécialiste de l'économie. J'ajoute que vous signez également une grande enquête sur le business de Leroy Merlin en Russie. Chers auditeurs, cela fera peut-être l'objet d'un prochain épisode de La Loupe. Alors pour ne pas le rater, pensez à nous suivre sur votre application d'écoute de podcast, par exemple Deezer, Spotify ou Podcast Addict. Et si ça vous plaît, vous pouvez nous laisser des étoiles et nous écrire des commentaires. On les lit toujours très attentivement. Cet épisode a été monté et réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.